Eh bien justement, avançons. Donc là, tu as la vingtaine, tu montes des spectacles avec tes amis, et puis, de fil en aiguille, tu arrives, on est en 1982, au célèbre Petit Théâtre de Bouvard. Philippe Bouvard, c'est une grosse émission à l'époque, c'était sur France 3, FR3, c'est ça? C'était Antenne 2. Ah, Antenne 2. Antenne 2, exactement, c'est la vieille appellation, Antenne 2. Et donc ça, c'est important pour toi. Concours de circonstances, ma petite amie de l'époque s'appelait donc Patricia Lecomte, elle cherchait du boulot, et il se trouve qu'elle est devenue l'assistante de Philippe Bouvard. Et elle me dit, Philippe Bouvard prépare une émission, je sais qu'il a besoin de comédiens, il veut faire passer des auditions à des comédiens, et comme tu es déjà passé dans plusieurs de ces émissions pour la promo de ton spectacle de café-théâtre, je pense qu'il va t'appeler, voilà, en tout cas je te donne l'info. Effectivement, donc grâce à elle, je me pointe en septembre 82. Philippe Bouvard nous dit, voilà, je vais créer une nouvelle émission qui s'appelle le Petit Théâtre de Bouvard. Avant, je faisais un talk show et à la fin, je faisais venir des humoristes. Maintenant, je vais inverser, je vais faire plus d'humoristes et un peu de talk show. Donc, j'ai besoin de 10 acteurs, actrices pour commencer. Donc là, vous êtes 60. Alors, pour vous coopter, vous choisir, je vais simplement vous donner un sujet que je tire dans un panier. Ceux qui sont intéressés par le sujet lèvent le doigt, vous faites une impro de 3 minutes et si ça me fait marrer, je vous engage. Voilà. Waouh. Aussi simple que ça. Donc, tu as été pris. Tu te rappelles de ton sujet ? Alors, le sujet pour lequel j'ai levé la main, en tout cas, on est passé dans les derniers, parce que je me rappelle, il y avait des gens comme Lucchini, il y avait beaucoup d'acteurs qui n'ont pas été pris. Et Lucchini est arrivé beaucoup plus tard. Bref, donc il y a plein de sujets qui passent au bout de 2 heures et aucun me satisfait. Et mon copain, il dit, c'est mon Bruxelles, viens, on se casse, il va pas nous prendre. Je dis, attends. Il avait déjà pris 9 personnes. Il en voulait 10. Il me dit, voilà, c'est pas la peine, on va être dans les derniers, il va pas nous prendre. Je dis, on sait jamais. Donc, toujours positif. Et il y a un sujet qui sort, il dit, voilà, c'est le patron d'une ébénisterie, donc il travaille le bois, passe une annonce dans le Figaro, et c'est un émigré qui se présente. Et moi, je lève le doigt. Et mon pote, il me dit, mais pourquoi tu lèves le doigt ? J'ai une idée. T'as une idée ? Ouais, tu me suis. Parce qu'il fallait improviser. Et je lui dis, tu vas prendre l'accent portugais. Ah bon ? Prends l'accent portugais. Ok. Et Bouvard me dit, venez messieurs. Et il me regarde dans les yeux, Philippe Bouvard, il me dit, je suppose que vous allez faire l'émigré. Je dis, non, je vais faire le patron. Bravo. Ah, donc tout le monde, les oreilles et les yeux en éveil, se dit, qu'est-ce qu'il va nous faire celui-là ? Et donc, j'ai pris l'accent africain. Et tout ce qu'on demande à un immigré, c'est-à-dire aux cartes de séjour, permis de travail, je l'ai demandé avec l'accent africain au portugais qui postulait pour le poste. Donc il y avait quelques rires, et il fallait à un moment donné une chute. Dans un sketch, il faut toujours une chute. Et à un moment donné, je demande à mon camarade avec l'accent africain, vous avez travaillé quoi comme bois ? Et mon pote répond, j'ai travaillé le noyer, l'acajou et le balsa. Je dis, ah oui, balsa, je connais bien balsa. Quand j'étais jeune, j'ai tout lu balsa. Je m'arrête là, rire, et je m'arrête. Bouvard me dit, je vous prends vous, monsieur Légitimus, vous êtes le dernier et votre copain, je le prends pas. Donc j'ai fait partie de la première vague, septembre 82, donc je suis monté dans ce bateau et j'y suis resté. C'est là que tu rencontres Bernard Campan, Didier Bourdon ? En fait, on se connaissait avant, parce que moi j'ai joué au café-théâtre avec Didier Bourdon. Didier Bourdon a joué au café-théâtre avec Bernard Campan, donc une espèce de communion artistique entre nous. On faisait aussi un peu la bringue. Et il fallait coopter des comédiens. C'est-à-dire que quand on faisait un sketch avec un nouveau comédien, il fallait l'adouber comme ça. Et donc, Bourdon a fait un sketch avec moi. J'ai fait rentrer Laurent Gamelon, Las Palais et Chevaliers. Et par la suite sont rentrés Smaïn, Mimi Mati, Michel Bernier, voilà, tous ceux qu'on connaît qui sont encore là aujourd'hui. Donc ça a duré 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, on s'est dit, on va peut-être pas rester quand même là, on s'encroute. Donc on a pris le risque de partir à 5. C'est mon Bruxelles, mon compagnon du début, Smaïn, Didier, Bernard et moi. Et on a créé un groupe qui s'appelait Les 5. Smaïn est parti. On s'appelait Les 4 quarts. Seymour Bruxelles est parti et on s'appelait Les Inconnus. Donc, vous vous retrouvez tous les 3, Les Inconnus. Là, on est quoi, en 1985, c'est ça ? Alors, la période, ce qu'on appelle la période des galas-galères avec Seymour Bruxelles, c'est de 84 à 86. Là, vous êtes 4. Voilà. Après, on rencontre Claude Martinez et Paul Lederman, après avoir rencontré d'autres producteurs. Et c'est Claude Martinez, parce que Lederman ne voulait pas de nous au départ, parce qu'il disait, oui, ils avaient encore des embruns, des restes du théâtre de Bouvard et ça ne m'intéresse pas. Mais c'est Claude Martinez qui a dit, ça m'intéresse. Là, vous 4, là, il y a un truc. Donc, il nous a mis au Splendide Saint-Martin pendant 2 mois, mai-juin. Mois de juin, Coluche décède. Donc, Lederman et Martinez sont un peu embués. Ils produisent Coluche. Ils produisaient Coluche. Et donc, il y a une espèce de moment de flottement au sein de la production. Ça se comprend d'ailleurs, parce qu'évidemment, Coluche, grosse perte. Et puis, Claude Martinez décide de continuer. Donc, il nous met
au théâtre Fontaine, de juillet 87 à juillet 88. Et Paul Lederman voulait nous mettre au Don Camillo. Et nous, on a dit, mais Don Camillo, c'est un cabaret de chansonniers, quoi. C'est super, mais c'est pas notre truc. Nous, on est plutôt des acteurs. Donc, on n'a pas insisté. Il dit, OK, donc je vais vous mettre sur Europe 1. Il avait créé une émission qui s'appelle Les Inconnus sur Europe 1. Donc, tous les après-midi, du lundi au vendredi, sur la tranche de 15h30, 17h30. Et donc, les producteurs, ils faisaient ce qu'ils voulaient à l'époque, hein. C'est plus comme ça. Hein. Non, c'est plus comme ça. Et donc, on a commencé à écrire nos premiers sketchs, à écrire nos premiers personnages, notamment le Télémagouille est né en radio. Toujours à 4 ou là, vous êtes à... Toujours à 4. Et donc, on était au Théâtre Fontaine, ça a commencé à bien cartonner, on a joué 1 an. Et puis, en 88, on a écrit un nouveau spectacle. Et c'est là où Seymour Bruxelles a dit, bon les gars, moi, j'en ai marre, je vais vivre ma vie, bref. Et malgré le succès grandissant. Ouais. Donc, du coup, le spectacle écrit à 4, on s'est dit, si l'autre est parti, on abandonne, quoi. Donc, on s'est séparés, c'était Noël. Donc, très enjoué, les Inconnus. Et c'est Jacques Descombes, notre metteur en scène de l'époque, qui nous dit, non mais les gars, 4 c'est bien, mais 3 c'est encore mieux. C'est toujours 2 contre 1, donc c'est une espèce de géométrie variable. Il dit, écoute, on va réfléchir. En janvier 89, on se dit, bon, on fait quoi les gars? On remet le couvert? Ouais, ok, on remet le couvert. Donc on réécrit le spectacle, qui était écrit pour 4, pour 3. Pourquoi vous remettez le couvert Parce que on y croit, tout simplement. Et vous étiez bien ensemble aussi? Oui, c'est une amitié artistique avant tout. Donc on se retrouve au Palais Royal, je me rappelle, le 5 mai 89, et là c'est parti. Et tout s'est enchaîné, les prix, les émissions de télé, ça a duré 7-8 ans. Il s'appelle comment ce premier spectacle où vraiment tout part? Au secours, tout va bien. Et ça part grâce au théâtre, c'est pas grâce à des émissions ou quoi que ce soit, c'est vraiment le théâtre. Déjà, on avait une petite cote, parce qu'on avait joué 1 an, et puis on avait fait Europe 1 quand même. Donc on avait une certaine popularité, mais ça a été confirmé à 3 au Palais Royal. Tu te rappelles le moment où vraiment vous êtes rendu compte que ça y est, ça partait quoi? Palais Royal. Voilà. C'est quand il y a eu une générale qui a été faite dans ce théâtre. Je me rappelle d'entendre Henri Salvador et Johnny Hallyday rire, mais rire aux éclats. Et là, on s'est dit, il se passe un truc. Dès la générale. Et c'est vrai qu'ils sont tous venus nous voir à la fin, ils se battaient pour faire des photos avec nous. Ah, les gars, vous êtes formidables, qu'est-ce que vous êtes drôles. Ah ouais, puis là, vous tapez fort, c'est bien sur la société, sur les connards. Donc, voilà. Enfin, nous, déjà, on sentait, on avait déjà on sentait qu'en tout cas, on était fiers. C'était sans aucune prétention, on était fiers de ce qu'on produisait. Mais là, il y a eu un impact sur le show business. Et comme c'est vrai qu'il y a le téléphone arabe ou le kabyle téléphonique qui se met en place, quand ces gens-là parlent, il y a une énergie positive, c'est éruptif, quoi, qui se met en place. Et, voilà. Comment vous vivez ce succès? Parce que ça a l'air de l'extérieur très simple, le succès. Comment vous vivez ça? C'est quoi les plus et c'est quoi les complications? Nous, on n'a pas changé parce qu'on est des gros bosseurs, donc on est toujours dans le maelstrom en train de bosser, à se voir tous les jours, à trouver des idées. Parce qu'après, on a enchaîné sur les émissions de télé. Donc, pendant 2 ans, on a beaucoup, beaucoup écrit. On n'était pas très conscient de ce qui se passait. Parce que déjà avec le Théâtre de Bouvard, ça se passait superbement bien parce qu'on était quasiment des petites stars du petit écran parce qu'on passait tous les jours à 8h moins quart avant le journal. La France entière nous adorait. Donc, pour nous, c'était un prolongement. Donc, on n'a jamais eu la grosse tête, toujours soucieux de ce qu'on produisait. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, perfectionniste. Donc, on vivait le succès d'une manière plutôt modeste. Et c'était plutôt familial, quoi. C'est 3 copains qui déconnent et qui travaillent beaucoup. Toujours travail. Est-ce qu'à un moment, le travail l'a emporté sur le plaisir et l'amusement? Ce qu'on appelle les galas galères, c'était une bonne époque parce qu'on faisait des boîtes de nuit, on faisait des galas pourris, devant des gens qui nous écoutaient plus ou moins. C'était compliqué, mais c'est vrai que c'est des bonnes années parce que c'est quand ça marche qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a de l'argent, il y a des gonzesses, il y a des belles bagnoles, des beaux restaurants, les gens vous adulent. Et des fois, c'est pas toujours pour ce que vous êtes, mais plus pour ce que vous représentez. Et vous avez eu ça, vous, ces problèmes-là? Non, mais il y a eu plutôt des problèmes... je peux pas tout dire, c'est de la sauce interne, mais certains d'entre nous se sont un peu égarés, un petit peu. C'est-à-dire se sont égarés, voilà, se sont sortis un peu du chemin. C'est-à-dire en plus vécu la jet set que vraiment le travail. Oui, voilà, c'est des festivals de Cannes. On croit que ça bosse, mais c'est la fiesta, un peu comme le Tour de France. Il y en a qui bossent, il y en a qui font la fête. Mais ça a été vite rattrapé. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, moi, en tout cas, j'ai toujours été, comme je fume pas, je bois pas. Je suis plutôt un ascète. D'ailleurs, on me fait souvent remarquer, putain, t'es chiant. C'est vrai que je suis pas très drôle. Mais disons que Didier et Bernard, ce sont plutôt ont été, ils sont un peu moins peut-être, mais de très très bons vivants, et ils ont eu raison. Donc je peux pas leur en vouloir d'avoir bien vécu le succès,
Parce qu'à un moment donné, quand tu n'as rien et que tu as tout d'un coup, tu profites. Tu as envie de profiter, ouais. Moi, j'avais rien, mais comme je suis un enfant de la balle, donc je connaissais les tenants, les abrutissants de ce métier, donc j'avais un peu plus de recul peut-être. Je ne suis pas tombé dans le piège de l'argent, des gonzesses, tous les clichés dans lesquels on peut tomber quand on n'est pas habitué. Et ton papa t'a toujours dit travail, travail, travail. Exactement. Ouais. Et du coup, à un moment, il faisait la fiesta, toi, t'étais là, les gars, faut bosser. Non, je disais, non, parce qu'on est tous les trois des bosseurs. Non, je disais pas ça. Je dis, bon, les gars, on va peut-être arrêter là. Non, attends, encore un peu là. Non, mais les gars, on va peut-être pas. Ça va, au bout de 3 verres de whisky ou de coca, de maïka, coca, stop. Donc, non, encore une petite dernière. Oui, mais donc moi, comme je faisais rien de tout ça, je me faisais un peu chier. Donc, j'avais plutôt dansé. Et voilà. Non, mais c'était agréable en tout cas. Parce que les gens vous le prouvent. Hein. En même temps, dans ce métier-là, on sait très bien, il y a le côté, j'adore ce que tu fais. Comment tu t'appelles déjà ? Ou j'ai pas vu ton film, mais tu es formidable. Donc évidemment, quand ça brille, on a tous les amis du monde. Puis quand ça va pas bien, il n'y a plus personne. Dans ça, on était assez conscient de ça. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Juste quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit ses débuts de grosse renommée, etc. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Quelque chose de très très simple. Quand quelqu'un vient vers toi, pose-toi la question, pourquoi ? Un chien, un être humain, n'importe quoi. Pourquoi ? Tant que tu n'as pas la réponse, il ne faut pas bouger, déjà. Ensuite, c'est Observe. Oui, c'est quand une fille vient vers moi, c'est pourquoi ? Quand un producteur vient vers moi, c'est quoi le but ? Et les gens sont rarement ce qu'ils prétendent être, parce que tout le monde a faim, tout le monde a besoin. Donc, c'est vrai que moi, je suis assez attentif, mais ça me fait marrer maintenant. Quand quelqu'un me dit « Bonjour Pascal, tu vas bien ?» Et puis on parle. Et à la fin, on me dit « Dis donc, tu n'aurais pas le téléphone de Nagui ?» Je préfère qu'on me dise tout de suite « Voilà, j'ai besoin qu'on fasse une fausse affection, qu'on essaye de m'emberlificoter avec des sentiments qui n'existent pas, de fausses amitiés, pour me demander quelque chose. » Et dans ce métier-là, comme les gens, ils ont peur, souvent, de manquer à tous les niveaux, donc les rapports deviennent faux. Donc, c'est d'être attentif à qui est l'autre, avec qui on travaille, d'être sincère, d'écouter son instinct aussi, et de faire les bons choix, évidemment, mais dans tous les domaines. Donc voilà, les premiers conseils humains. On va clôturer sur les inconnus, mais ton plus beau moment et votre plus dur moment avec les inconnus ? Des beaux moments, il y en a eu, mais c'est vrai que quand on a eu la consécration en recevant des prix dans tous les domaines, c'est-à-dire Molière, César, Victoire de la musique, 7 d'or, Grand Prix de la SACEM. Le plus important pour vous, c'était lequel ? Comme nous sommes des acteurs, Molière, et puis César en second. Et les mauvais moments... César pour le film... Les Trois Frères. Les Trois Frères, oui, gros carton. Les plus mauvais moments, c'est la haine des journaleux critiques envers nous quand on a fait nos films. C'est pas du cinéma, c'est des sketchs, ils sont mauvais, mais très agressifs. Et notamment sur le deuxième, Les Trois Frères, le retour. Oui, qui vient bien plus tard, celui-là. Ouais. Mais déjà, à l'époque des Trois Frères, le premier, il y avait déjà des critiques qui sont quasiment les mêmes, qui étaient moins virulentes, mais qui sont quasiment les mêmes, copier-coller. Et l'agressivité aussi, quand on a fait, qui est une prolongation, c'est une émanation même, je dirais, de ce qui s'est passé avant, quand on a fait Les Restos du Cœur. On a été agressés, mais d'une force. On disait, ouais, vous cautionnez cette association de merde, sachant que voilà, tous ces chanteurs blindés, bourgeois qui se font de la promo, on vous déteste, ouais, les inconnus. Et puis voilà. Non, mais c'est les haters d'aujourd'hui, mais qui existaient déjà hier différemment, c'est ça ? Exactement. Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison. Non. C'est de la jalousie ou des choses comme ça. Je sais pas ce que c'est, mais nous, on a fait tellement de bien, et je ne comprends pas qu'on puisse nous faire autant de mal. Ça vous a vraiment fait mal personnellement ? Pas personnellement, parce que moi, dès qu'on touche aux inconnus, je mords. Comme Didier Bourdon, d'ailleurs, tous les deux, on est un peu plus agressifs que Bernard. Parce qu'il n'y a aucune raison, en fait. Il n'y a aucune raison de nous attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi ? Je veux dire, à un moment donné, si on va dans un tribunal, l'avocat de la défense... oui, non, mais à un moment donné... Non, puis vous proposez quelque chose, après libre aux gens, de prendre ou de pas prendre, mais tout a le droit d'exister tant qu'il y a du respect, enfin voilà, quoi. C'est-à-dire, on peut dire, j'aime pas, mais qu'on dise pas, c'est pas bien. Donc c'est ça. En fait, pour conclure, par rapport à votre question, chère madame, c'est la méchanceté gratuite envers nous. Tu me vois, je te tutoie. Oui, mais j'aime bien, c'est sympa. Voilà, méchanceté gratuite, ça, c'est...
C'est ce qui nous a fait le plus grand mal. Ouais, c'est dommage, mais ça ne s'est pas encore arrêté, hein. En tout cas, si on fait le bilan, ce qui est très marrant avec Les Inconnus, donc vous avez fait plus de 300 sketchs, vendu 5 millions de DVD, voire plus. Et ce qui est dingue, c'est qu'à ce jour, vos vidéos, elles ont été vues plus de 500 millions de fois. Alors, c'est 1 milliard maintenant. 1 milliard maintenant on dépasse depuis. le milliard. Donc, ça veut dire que les parents partagent aussi avec leurs enfants. Il y a une transmission qui s'est faite, mais tant mieux, c'est génial. C'est hallucinant. À un moment, vous êtes obligé de vous arrêter parce que vous êtes en conflit avec votre producteur, Lederman, Monsieur Lederman. En fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pourquoi En fait, Lederman, c'est un producteur génial, Claude Martinez aussi, mais c'est plus Lederman qui nous a fait signer des contrats un peu à l'ancienne, où il y avait une plus grosse partie pour lui et une petite partie pour nous. Donc nous, on voulait rééquilibrer un peu les comptes sur la partie, ce qu'on appelle des royalties. Et donc, on s'est dit, mais attendez, il y a beaucoup d'argent. Et à l'arrivée, il dit, mais vous avez quand même beaucoup d'argent. J'ai dit, oui, mais toi, vous en gagnez plus. Enfin, bref. Il n'a pas voulu renégocier le contrat. Non. Et du coup, bras de fer. Et du coup, on s'arrête. C'est-à-dire que quand on débute, on fait des efforts. Mais quand ça marche, on se partage le gâteau. Donc, on a dû faire des procès pour récupérer la moitié du gâteau. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, on s'est dit, si on bosse pour lui. Et nous, on bosse pour rien. Donc, c'est un peu frustrant, ouais. Donc, il y a eu un temps mort. Il y a aussi un petit temps mort dû au fait que Didier et Bernard avaient aussi envie de faire des choses tous les deux. Tu veux dire de leur côté ou ensemble ? Ensemble. Mm-hmm. Donc un jour, ils m'ont convoqué place Victor Hugo. Convoqué ? Non, mais j'étais convoqué et Didier Bourdon a dit, voilà, on a l'idée de faire un film qui s'appelle Le Paris, voilà, que dit Bernard et moi. Donc j'ai dit, mais c'est un peu tôt quand même, parce que là, on a fait Les Trois Frères il y a 2 ans et... ça va faire bizarre. Et moi, je pensais aux gens. Je dis, mais ça va faire bizarre. Les gens vont nous dire qu'on est plus ensemble. Il m'a dit, écoute, on verra plus tard. En tout cas, donc c'était. Ils t'ont informé de leur choix. Ouais. Donc moi, j'étais un peu surpris, un peu déçu. Un peu seulement ? C'est un peu comme. C'est comme si vous faisiez le saut en longueur. Vous sautez et en plein vol, on vous dit, non, il y a plus de sable. Et vous tombez sur du béton. Ça fait mal. Vous n'êtes pas prévenu. Mais je comprends ce qu'ils ont fait, mais. Voilà, ça je l'ai rarement dit ça, mais c'est vrai que j'avais envie de le dire. C'est quelque chose qui m'a... D'ailleurs, Bernard, plus tard, est venu à la maison, il m'a dit « Ouais, ce jour-là, j'étais très très mal pour toi. J'ai pas osé dire que j'étais pas d'accord. » Mais bon, les choses se sont faites, c'est pas très grave. Ça, c'est de la sauce interne, mais j'en parlerai pas plus. Mais c'est vrai que l'envie de faire un film, évidemment, c'est légitime, si je puis dire. Mais je trouvais que c'était juste un petit peu tôt. Ouais. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me disaient dans la rue « Mais alors, pourquoi vous n'êtes pas dans le Paris ?» Alors oui, c'est à cause de Lederman, certes. Et après, ça s'est compliqué juridiquement entre Lederman et nous, par rapport au nom, parce que nous, on voulait récupérer le nom. Enfin bref. Donc tout ça, on s'est dit, on va enterrer tout ça. C'est pas joli. Et c'est après que vous avez récupéré le nom. C'est plus tard. Je crois que le nom lui appartient toujours, mais on a le droit de l'utiliser. Ça, c'est pas très grave. Ouais. Donc on lui en veut pas, parce que c'est un producteur qui nous a très très bien produit. C'est un peu aussi grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes devenus, aussi grâce à Claude Martinez. Mais c'était une différence. Voilà, nous, on a grandi. Il n'a pas grandi avec nous. Mais c'est pas très grave, je veux dire, maintenant, on avance, nous sommes ce que nous sommes, et voilà.